Nous voici donc dans l'After Show, Seb. Bonjour, Sir. chers auditeurs. J'espère que vous avez aimé notre épisode sur les furries. En fait, toi, Seb, en connais-tu des furries? Je voulais qu'avant avant de plonger dans notre histoire, qu'on discute un peu d'histoire personnelle. Ben, tout d'abord, Crime, on s'est ouvert une nouvelle bière qui est écœurante. Ah, c'est l'enfer, hein, vraiment. Too Far East is West. J'adore le titre de la bière. C'est une West Coast IPA de Sir John. Elle est incroyable. On vient de l'ouvrir comme ça. On ne se l'est pas fait donner rien. On l'a acheté. Puis, mon Dieu. Ah non, c'est ma nouvelle West Coast préférée. Mon Dieu, ça va au-delà d'une West Coast, on dirait. C'est vraiment fantastique. Too Far East is West. Mais oui, moi, Seb, quand j'étais au secondaire dans la région de Québec, je te dirais, début des années 2000 peut-être, il y en avait, moi, des furries, des membres de la communauté furries, qui vraiment... J'étais même tombé sur une grosse convention de furries à Québec. Ah oui, Ils étaient tous sortis du centre des congrès alors que je marchais sur la rue. J'avais vu des centaines de furries débarquer dans les rues du Vieux-Québec. C'était incroyable comme... Imaginez, c'était surréel comme vision. Je savais pas trop à l'époque à quoi j'avais affaire. Mais oui, il semblait y avoir une certaine communauté, du moins. Oui, même à Québec. À Québec. Toi qui as fréquenté un peu les rave parties et tout ça, là, il me semble que c'est leur genre d'être là aussi. Exact. Mais il y avait les candies, hein, ceux qui, justement, avaient des culottes de poêle, tout ça, là, plus. Mais j'ai pas souvenir tant que ça d'en avoir croisé, ou même à cette époque-là, j'avais même pas souvenir tant que ça se discutait. Je ne sais pas si ces gens-là aimaient ça à cause de ça ou juste le look raver là, qui était les candies. Là, pour ceux qui veulent se rappeler, c'était des couleurs fluo. Ils mettaient des bracelets, des colliers, souvent de plastique avec les mots pleurs, hein, Peace, Love, Unity and Respect. C'était le symbole des raves à l'époque. Puis c'est ça, les cheveux colorés, beaucoup les pantalons de poêle, les très larges. Oui, très, très larges. Aussi, même les chandails aussi, tout était de poêle, là, tu sais, fait que c'est pour ça qu'on les appelait les candies. Ils étaient toujours de bonne humeur, joyeux, puis souvent ils donnaient des bonbons aussi dans les raves, donc avec le surnom, mais c'était... Une petite pile de temps en temps. Oui, aussi, pour agrémenter. Mais non, j'en ai pas croisé, on dirait, mais j'y repense au cégep, quand j'étais à Québec, justement. J'ai comme un vague souvenir qu'au cégep Les Moiloux, à un moment donné, il y avait eu quelque chose en lien avec ça, mais ma mémoire me fait défaut. Donc, j'ai pas eu cette chance-là. Je sais pas si je sais que ça existe, mais parmi les Patreons, je serais curieux, avez-vous des amis ou vous-même, mais ou des gens dans votre entourage qui a été ou qui est encore, qui adhère à cette communauté-là? Oui, exact. Je serais curieux de voir. Puis qu'est-ce qui vous motive aussi là-dedans? Donc, Aujourd'hui, dans l'After Show, on est là pour parler des pires fandoms. On va parler de relations parasociales aussi. Peut-être que je peux commencer par sur ce qu'est une relation parasociale, parce que on en vit un peu à tous les jours des relations parasociales via Instagram, entre autres, des fois, c'est pas toujours des grandes célébrités, bref... on va l'expliquer un petit peu avant de parler de cas plus précis, mais une relation parasociale, c'est une relation en fait qui est déséquilibrée puis qui est unilatérale entre une personne et une figure publique comme une célébrité, même un personnage de fiction ou un présentateur de télévision par exemple. Oui. Dans ce type de relation, une personne investit émotionnellement et cognitivement dans la personne ou le personnage public, alors que l'autre partie n'est même pas nécessairement consciente de l'existence de cette personne et n'interagit pas directement avec elle. On va le voir, les gens vont commenter une photo de Beyoncé sur les réseaux sociaux en lui parlant comme si elle la connaissait, alors que Beyoncé n'a aucune idée. Elle a 2000 commentaires sur sa photo. Mais on dirait que ça procure quand même quelque chose à la personne d'avoir cette relation parasociale-là. C'est unilatéral, mais les gens vont y rechercher quand même quelque chose. Donc, il y a cette unilatéralité, mais il y a aussi l'illusion de proximité. Donc, le fan
où le spectateur peut ressentir une connexion personnelle avec la personne publique, même si cette connexion est largement illusoire. Cela peut être renforcé par des interactions apparentes, telles que des messages sur les réseaux sociaux, des interviews ou des performances sur scène, qui donnent l'impression que la personne publique est accessible et familière. Des fois, la personne va être sur scène, elle va te regarder dans les yeux. Des fois, elle va liker ton commentaire sur Instagram ou autre, donc tu vas dire « Ah, ben, elle m'a remarqué, donc j'ai eu une interaction avec ». Il y a aussi l'investissement émotionnel. Le fan ou le spectateur investit souvent beaucoup d'émotions dans la relation parasociale, se sentant heureux, triste ou préoccupé par les événements de la vie de la personne publique, comme s'il s'agissait d'un ami ou d'un membre de la famille. Hein. Les gens veulent vraiment savoir, sont tristes quand Céline Dion va pas bien. Puis même à un certain niveau, moi, j'étais vraiment triste quand Carl Tremblay des Cowboys Fringants est mort. Crème, j'ai pleuré pendant 2 jours, puis j'étais même pas le plus grand fan. Ben non, c'est ça, tu sais. Puis moi non plus, j'écoute presque pas les Cowboys Fringants dans la vie, mais ça m'a touché. Mais je pense que à un niveau comme ça, ça va au-delà de la relation parasociale. C'est le fait que, c'est quelqu'un qui, dans ses chansons, parlait beaucoup, même si c'est pas lui qui écrivait toutes les chansons. Exactement, Il y en a écrit quelques-unes qui sont très bonnes, mais c'était surtout Jeff Posey. Shout out Jeff Posey. On sait que vous êtes des fans de Distortion aussi, d'ailleurs. Ainsi que sa conjointe, plus précisément. Dont le nom m'échappe à ce moment-ci. Mais bref, on leur a envoyé un petit message d'ailleurs. Mais c'est ça, Carl Tremblay, lui, je ne le connaissais pas, je l'avais déjà rencontré, mais il y a peut-être de ça aussi, le fait que je l'avais déjà rencontré sur l'émission de Denis Talbot, Monsieur Net à Musique Plus. Puis, mais en plus, c'est un cas, tu sais, cancer de la prostate, mort jeune. On dirait que tout ça qui fait qu'on s'identifiait à lui. Tu sais, c'est pas comme si je serais peut-être moins triste si, je sais pas moi, Drake mourait, par exemple. Moi aussi, mais je comprends ton exemple. Mais exact. Il y a aussi la fonction de gratification, c'est-à-dire la relation parasociale remplit souvent des besoins émotionnels ou sociaux par le fan ou le spectateur, tels que le divertissement, évidemment, le soutien émotionnel ou l'identification à un modèle ou une source d'inspiration. Des fois, la personne va publier une citation, quelque chose comme ça va faire référence à quelque chose qu'on a déjà ressenti. On a l'impression que la personne s'adresse à nous. Donc, c'est assez courant dans la culture populaire, notamment dans le domaine du divertissement, de la télé, du sport, de la politique aussi. Ça peut être des relations inoffensives, même enrichissantes pour les fans, mais elles peuvent aussi devenir problématiques dans certains cas s'ils interfèrent avec les relations réelles ou s'ils conduisent à des comportements obsessionnels ou intrusifs. Là, tu sais. Mais toi, Seb, as-tu déjà été fan de quelque chose, c'est-à-dire fan à un niveau plus élevé? Jamais au point de gosser quelqu'un gosser le fan sur, pas le fan, mais l'artiste sur le web. Mais plus jeune, moi, c'est drôle parce qu'on dirait que mon fanatisme était plus élevé plus jeune à une époque quasiment pré-réseaux sociaux. Donc, on dirait que même si on a accès à eux et tout ça, j'ai gardé quand même une certaine ligne, tu sais, on dirait que... Mais j'adore les suivre. Moi, je trouve que depuis qu'on a les réseaux sociaux, puis même depuis la pandémie, je trouve que les artistes se sont encore plus ouverts sur leur quotidien, on voyait leur maison, on voyait... Moi, ça, j'aime ça. C'est même encore aujourd'hui, j'aime ça, voir cette intimité-là. Je sais pas si c'est un peu... mais jamais, je commande jamais les commandes. Je commande jamais parce que je le sais bien que c'est soit son équipe de gestion ou ça sera jamais la vedette qui va liker mon commentaire. Fait qu'on dirait que j'en suis plein, mais je suis passif en fait. Parce que je suis conscient de ce niveau d'écart-là. Mais tu sais, moi, la personne que j'aimais beaucoup, c'était Eminem à l'époque, puis justement qui a fait une chanson sur les stalkers, sur les fans. Sur les stans, c'est ça, les fans. Exact. Ben oui, non, c'est vrai, mais Eminem était un bon cas. Il y a des fans hardcore Eminem aussi. Ah oui, même encore aujourd'hui, là, sûrement. Là. Puis même à l'époque, là, c'était presque un cas vécu, ce qu'il raconte dans sa chanson Stan, là, que le gars, il vire obsessionnel envers lui. Là, le reste compte pas, au point même de tuer sa femme, là, sa femme enceinte. Donc, que ça devient obsessif, tout ça parce qu'à un moment donné, en sortant d'un spectacle, il n'aurait pas croisé du regard ou il aurait manqué l'autographe. Puis tout ça a amené à... mais ça, je suis convaincu que c'est ce type de vedette. Imagine comment il gère ça. En fait, je serais curieux de les équipes de gestion en arrière de
tout ce flot de communication-là, de ces vedettes-là, ça doit être l'enfer, tu sais, mon Dieu, à oui, gérer, c'est clair. Là, ça doit ajouter une couche de protection à ce vedettariat-là qui est étrange. Toi, comment tu gères ça? Ben toi, t'es fan de plein de monde et tout ça, même des fois des artistes peut-être plus underground. Est-ce que tu communiques, toi, étant toi-même un artiste, est-ce que ça te permet même est-ce que est-ce que tu communiques, ça te valide une communication, disons, avec un autre artiste, le fait que tu en sois un toi-même, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ben c'est drôle. C'est drôle parce que des fois, ça m'est arrivé de contacter bien naïvement des gens, tu sais, mais c'est pas des gens très connus. Tu sais, il y a un album que j'ai beaucoup aimé avec un bassiste, un joueur de basse qui s'appelle Joshua Crumbly. OK. Puis jamais j'aurais cru qu'il m'avait répondu, mais je lui ai dit, hey, j'ai pas dit comme ça, hey, mais j'ai envoyé un message en disant, hey, j'essaie de jouer telle chanson. Okay. J'arrive pas à jouer telle note. Est-ce que tu l'as joué sur une contrebasse? Est-ce que c'était une contrebasse désaccordée, quelque chose comme ça, ou une basse désaccordée? Okay. Puis, il m'a répondu. Okay. Puis, il m'a carrément dit, écoute, moi non plus, je suis pas capable de la jouer, cette basse-là. On l'a faké dans Ableton Live. Donc, il m'a carrément dit, on l'a rejoué sur un clavier, juste la note. Tu sais, qu'on n'était pas capable de jouer, était trop basse, dans le fond. OK. Puis, fait que là, OK, non seulement il me répond, mais en plus, il me dit que c'est normal que je puisse pas la jouer. Oui. C'est hot. Fait que j'ai trouvé ça de toute beauté, mais c'est pas une grande vedette, là, comme non. Taylor Swift, tu sais. Mais la plupart de mes relations, j'ai pas tant de relations parasociales, je suis assez passif, moi aussi. J'ai déjà été sans dire des fandoms, dans des communautés, tu sais. J'ai été longtemps gestionnaire de communauté chez Ubisoft. Fait que, oui, c'est vrai que tu vois ça. J'ai été impliqué dans des fandoms de jeux vidéo, les fans d'Assassin's Creed, les fans de Rainbow Six, tout ça. Donc, j'ai eu à faire un peu, des fois, des énergumènes là-dedans qui était limite dangereux. Donc, on dirait, j'ose pas trop me rendre trop profondément dans des fandoms. Oui, je comprends. Mais par contre, il y en a qui se rendent plutôt loin. Et là, c'est le moment de parler des Swifties. Les fameux Swifties, avec un petit peu un clin d'œil, parce que moi-même, j'aime bien Taylor Swift. Mais on sait que les Swifties, certains Swifties peuvent aller très loin, en fait, sur les médias sociaux, puis même dans la vraie vie. Quelques histoires en lien avec eux, les fameux Swifties. En fait, c'est les fans de Taylor Swift, évidemment. Ils ont des belles pratiques cute, hein? Ils vont s'acheter des bracelets, qui vont échanger les bracelets d'amitié. Ils sont généralement très gentils. Moi, qu'une fois, j'ai acheté un vinyle de Taylor Swift, j'ai posté la photo sur Instagram, j'ai été accueilli les bras ouverts. Les gens, les Swifties qui me suivent étaient tellement contents. Et là, c'est comme si je faisais un coming out et on m'a accueilli. Donc, ils sont très accueillants, les Swifties. Par contre, Taylor Swift, elle a quand même été la cible de harcèlement en ligne à plusieurs reprises. Elle ne peut pas faire grand-chose de travers, Taylor. Non, mon Dieu, non. Sans se faire envirer de bord. Il faut qu'elle date la bonne personne, parce que si les Swifties ne sont pas contents, ils vont le savoir. Et justement, quand elle datait en 2016 Calvin Harris, il y avait eu énormément, en fait, de backlash. Et là, tout le monde avait reçu à un certain moment du harcèlement en ligne. Là. Des comptes de médias sociaux ont été créés et ont été utilisés pour répandre des insultes, même des menaces envers Calvin Harris. Donc, vraiment pas drôle. C'est même allé jusque dans la vraie vie, en fait. En 2018, il y a un fan de Taylor Swift qui a été arrêté après avoir tenté d'envahir sa maison de New York. Elle a plusieurs maisons, une chance. L'individu aurait escaladé une clôture de sécurité et tenté de pénétrer dans la propriété. Et cet incident a conduit à son arrestation, même à des accusations de violation de propriété privée. Donc, quand même pas évident. Il y a même eu des fans qui ont eu des comportements obsessionnels envers elle, comme le fait de camper devant chez elle, encore une fois, ou de la suivre dans ses déplacements. Par exemple, en fait, un homme en 2016 a été arrêté après avoir été retrouvé en campant à l'extérieur, juste en face de l'appartement de Taylor Swift pendant plusieurs jours. Et lui, il affirmait même qu'il était son petit copain, en fait, puis qu'il l'attendait. Donc, il y avait une petite part de désillusion dans tout ça, là, tu sais. Et à un certain moment donné, il y a eu plein de cas d'harcèlement en ligne. Il y a un reporter, à un moment donné, qui a
un petit peu critiqué le fameux Eras Tour de Taylor Swift en faisant une comparaison avec le Renaissance Tour de Beyoncé. Puis, en fait, il a été bombardé là, d'harcèlement en ligne de la part des Swifties, de plein de menaces de mort. Ils ont essayé de le faire, renvoyer de son boulot. Donc, c'est vraiment pas évident. Il y a aussi... En fait, Jack Antonoff, son collaborateur qui produit ses albums, membre de Bleachers, en fait, fondateur de Bleachers. Jack Antonoff s'est marié à un moment donné, puis sa célébration de mariage a été complètement gâchée, en fait, par des Swifties, parce que Taylor, elle était, en fait, invitée à son mariage. Puis, ils sont, en fait, c'est des centaines de Swifties qui sont débarqués en l'attendant à la sortie d'un restaurant, et puis qui criaient son nom. Et puis, en fait, à ce moment-là, les journalistes avaient décrit les fans comme des crazy psychopaths et des stalkers. Donc, ça même, il y en a qui disent que les Swifties auraient ruiné le mariage de Jack Antonoff. Mais après, c'est que je veux dire, elle a bien le droit d'aller à des mariages, Taylor Swift, sans se faire harceler. On dirait que peu importe où est-ce qu'elle va. Ils sont toujours épiés. Exact. Elle n'a pas le droit de vivre une vie normale. Bref, c'était quelques exemples entourant les Swifties que j'aime bien taquiner par occasion. Oui, puis tu sais, j'ajouterais, elle fait partie du lot des gens qui se font suivre leur jet privé aussi sur Twitter. Tu sais, parce que l'aviation aux États-Unis, ça reste régulé. Donc, si tu connais le numéro, je pense, de l'avion, pardonnez-moi, je ne sais pas tous les bons détails, là, mais tu peux, avec les algorithmes, c'est public, ce sont des données publiques. Tu sais, c'est pas écrit l'avion de Taylor Swift, mais si tu le sais, puis des gens, souvent, ils mettent les déplacements, justement, de Jeff Bezos, Elon Musk, Taylor Swift, puis elle l'a su, ça, puis pendant le Super Bowl, là, tout le monde... tout le monde attendait quand est-ce qu'elle allait arriver. Oui, c'est déplacements. Puis là, elle pollue parce qu'elle est partie du... Tu sais, puis on dirait que ces gens-là, ils n'ont jamais la paix. Ils ont comme... c'est vraiment le vrai compromis, là, puis c'est pas juste avoir la paix, là, ils n'ont pas la paix avec un P majuscule, là, tu sais, sont tellement épais, puis un peu comme tu dis, ils peuvent rien faire, surtout une femme comme elle, là, tu sais, elle peut rien faire, là, tu sais, c'est de la maladie, tu sais, on dirait, d'une certaine façon, on dirait cette obsession-là, puis ça, je trouve que c'est le côté des réseaux sociaux et du web, là, qui est vraiment malsain, il y a cette proximité-là avec eux. Elle est surprésente. En tout cas, moi, c'est difficile d'être une vedette, des vedettes comme ça dans le monde aujourd'hui. Puis je comprends, là, ils sont riches, puis ils ont un écosystème, puis qu'elle n'a sûrement pas dû cuisiner là, depuis 10 ans, là, mais quand même. Tu sais. On pourrait être surpris. Hein, il y en a qui aiment vivre une vie normale quand même. Hein. Ben, dans son documentaire, elle reçoit des fois ses amis à souper et à la cuisine. Là, mais tu sais, ça reste quand même des gens, tu sais, elle-même, elle disait, tu sais, sa vie est prévue 2 à 3 ans d'avance à cause des tournées. Même 5 ans. C'est ça, disait, là. Oui, c'est ça, exact. C'est encore pire. Donc, en tout cas, ça pour dire que j'ai beaucoup de respect pour eux puis ces gens qui se dédient comme ça versus tout le fandom qui est complètement fou. Là. Bref. Yes, mais bien sûr, Taylor Swift ne serait pas ce qu'elle est sans les Swifties non plus. C'est ça. Donc, bref, s'il y en a parmi vous, peut-être que je viens de perdre quelques abonnés Swifties, mais on vous trouve bien accueillant, puis bien sûr, on vous aime bien, tant que vous harcelez pas tout le monde. Parlant de groupes très populaires, aussi d'artistes très populaires, BTS, le boys band de K-pop, un des groupes les plus populaires au monde, en fait. Eux aussi, ils échappent pas, même, je pense que ça atteint des niveaux supérieurs. Évidemment, climat très toxique au sein des fans. En 2019, il y a eu une grosse crise entre les fans qui avaient des opinions divergentes sur les membres du groupe. Eux aussi ne peuvent pas faire grand-chose. Hein. Les membres de BTS ne peuvent pas trop changer de look, ne peuvent pas trop changer de coiffure, ils ne peuvent pas trop se faire de petites copines. Ont-ils des petites copines? Oui. Il y a comme on pourrait dire, on dirait que le fandom en Asie est multiplié par 10 là-bas. Là. C'est vraiment intense. On les appelle les Harmy. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il me semble que c'est adorable. Je ne sais pas trop quoi. R veut dire quelque chose. M aussi. Puis Y aussi, là, c'est con, là, je ne l'ai pas d'en face, mais c'est la BTS Army, là, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais en 2020, il y en a des membres de la Army qui ont été accusés d'avoir harcelé la chanteuse LZ après qu'elle ait tweeté son soutien à la cause Black Lives Matter. Va savoir.
certains fans ont critiqué Halsey pour ne pas avoir suffisamment promu la musique de BTS, ce qui a conduit à des échanges tendus et des insultes en ligne parce qu'ils ont fait des collabos, je pense. Oui. Puis c'est pour ça, ils trouvaient que, je sais pas, ça n'avait pas rapport c'est étrange, de soutenir Black Lives Matter, puis ils lui en voulaient de pas assez faire la promotion, du moins ici là, aux États-Unis, de leur musique. Donc, ils l'ont carrément attaqué. Il y a aussi plusieurs tentatives d'envahir la vie privée des membres du groupe. En 2017, des fans ont été critiqués pour avoir tenté de suivre BTS lors de leur déplacement privé pendant un séjour à Los Angeles. Les fans ont été aperçus à l'aéroport, à l'hôtel et même en train de suivre les membres dans leur voiture, franchissant ainsi les limites de leur vie privée. Et il y en a même, j'ai trouvé ça originaux, qui se sont pointés là où le band arrivait, puis ils ont loué une voiture exactement pareille comme BTS pour tenter de les kidnapper. Puis qu'ils rentrent dans leur limousine à eux. Donc c'est vraiment créatif. C'est créatif, mais imagine-tu comment ça peut être dangereux? Tu kidnappes les membres du band. Ça n'a pas de base quand tu y penses. Ouais. Ils ont aussi tenté de voler leurs données, leur vie privée, ces choses-là, leur adresse, numéro de téléphone. Ça a été volé, partagé en ligne, vendu en ligne. Oui, c'est ça, exactement. Il y a aussi eu des cas de stalking, en fait, des fans qui ont fait des multiples comptes de médias sociaux pour surveiller constamment les activités des membres, même de leurs proches, de leur famille. Et il y a aussi eu des théories du complot autour de BTS. En 2020, des membres de l'Army ont été accusés de rumeurs, en fait, d'avoir propagé des rumeurs comme quoi il y en a qui étaient malades, d'autres qui ont dit des choses sur leur vie personnelle, qui ont partagé des rumeurs, des choses comme ça sur leur partenaire de vie. Puis il y en a même qui ont eu des comportements dangereux, qui ont tenté de s'automutiler, donc de se blesser intentionnellement pour attirer l'attention de BTS en se disant « Si je me fais mal, si je suis vraiment blessé, ils vont peut-être me donner de l'attention. » Donc vraiment un fandom assez étrange. Là. Encore une fois, je pense qu'on aurait pu faire un épisode sur BTS. Hey, mais je pensais pas que, tu sais, je sais que c'est énorme BTS, hein, mais comment dire, les gens ont des trous dans leur vie, hein, tu sais, puis moi, j'aime ça, les vedettes, là, j'en suis, puis ça fait partie, mais à un point, là, tu sais, que tu veux suivre, qu'est-ce que ça te sert, tu sais, c'est clair. On dirait qu'il manque, c'est symptomatique de quelque chose, on dirait, là, puis je sais que c'est pas tous les fans, heureusement, là, c'est l'exception, comme à peu près tout, mais non, c'est assez incroyable. BTS, si vous savez pas c'est qui, peut-être vous avez vu des pubs de McDo dans les dernières années, je sais que même en Amérique du Nord, ils sont extrêmement populaires du Nord. C'est ça, ils faisaient les pubs de McDo. Là. C'est un groupe, ils sont 5, je pense, un boy band asiatique. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas le référent. Là, je sais de donner des fois si. Puis ils ont tous des carrières solo maintenant, sont ultra populaires. C'est des méga stars. Oui. Alors, c'est. Ouais. Un petit dernier, Seb, est-ce que tu as écouté, toi, la série télé Sherlock Holmes? Non, je ne l'ai pas écouté. OK, moi non plus. Fait que c'est dur un peu. Je vous parle un peu de quelque chose que je connais pas, là, mais sans doute, je suis convaincu qu'il y a des distordus. Oui, je sais c'est quoi la série. Apparemment qu'elle est quand même assez bien réussie. J'ai écouté quand même un épisode ou deux. Les bons effets spéciaux, tout ça, un bel univers de Sherlock Holmes. Je suis convaincu qu'il y a des distordus qui sont sans doute au courant de cette théorie du complot-là. Mais il y a une théorie dans Sherlock Holmes, en fait, qui est la théorie de John Locke, qui est un peu le fait que, en fait, Sherlock Holmes et John Watson auraient une relation amoureuse. Donc, il y a comme une tension sexuelle, apparemment, au sein de la série, en fait, qui mènerait à certaines théories. Les points clés sur la théorie John Locke, en fait, sont les suivants. Elle a pris naissance en 2014 après la diffusion du 2e épisode de la 3e saison de Sherlock qui montrait le mariage de John Watson avec Mary Marston. Donc, John se marie avec une femme, bien évidemment. La théorie postule que les créateurs de la série, dont Stephen Moffat et Mark Gatiss, ont toujours eu l'intention de faire entrer les personnages de Sherlock Holmes et John Watson dans une relation amoureuse, qui les fans appellent John Locke. Les partisans de la TJLC, donc la John Locke Conspiracy, croient que les créateurs ont délibérément induit le public en erreur et ont menti dans les interviews pour garder cette grande révélation secrète jusqu'au bon moment.
Donc, les supporters de cette théorie ont analysé en détail chaque petit élément de la série, en fait, trouvant des significations cachées et des indices qu'ils pensent pointer vers un éventuel couple, malgré le fait que la série n'a jamais rendu là, cette relation-là explicite. Là. Après que la 4e saison de la série n'ait pas apporté la grande révélation que les partisans de la théorie attendaient, certains ont continué à insister sur l'existence d'un 4e épisode secret qui validerait leur théorie en quelque sorte. Là. Donc, en résumé, cette théorie-là était un peu une théorie majeure des fans qui a pris racine au sein du fandom de Sherlock, entraînant des débats vraiment intenses, là, des accusations même de queer-baiting, comme quoi les créateurs de la série auraient tenté de s'approprier la communauté LGBTQ+, mais qui comment dire, l'aurait renié à la fin en faisant en sorte que John Watson se marie avec une femme. Donc, c'est fou quand même. Donc, ce serait un grand complot de la part des créateurs de la série. Et c'est un exemple, en fait, comment, évidemment, les créateurs de la série ont aussi été un peu harcelés là, en raison de ça. Mais on voit que, justement, il y en a qui prennent au sérieux vraiment beaucoup d'éléments de série, de fiction. Et moi, je savais même pas que Sherlock avait à ce point un fandom intense, mais c'est bel et bien le cas. Oui, je l'ai su dans l'épisode qu'on a fait sur Stephen, là, le YouTuber qui a fait une vidéo YouTube, Stephen McCullen, dans le début de saison, là, qui a fait une vidéo YouTube qui a camouflé le meurtre de sa conjointe. Lui, il était fan de Sherlock. Je sais que le nom, puis on dit que c'est là que j'avais un peu creusé. Puis ça, je l'avais vu, cette théorie-là là, sur justement l'homosexualité cachée des... mais le monde, tu sais, comment dire, tu peux, comme, je sais pas, les gens ont-tu trop de temps, tu sais, virer fou, là, ça reste une fiction, tu sais, puis de... Tu sais, tomber dans une dérive comme ça, il espérait que ça arrive, mais... C'est fascinant. Après, j'ai pas écouté la série, tu sais, je peux pas dire. Peut-être que quelqu'un nous dirait « Ah non, mais ça n'a pas d'allure, Émile. Ça n'a pas d'allure. Ils nous ont teasé pendant 3 saisons, puis finalement, ils gâchent tout ça. » Tu sais, je peux pas dire. Non, c'est ça. Donc, c'est à vous, les distordus. Là. Dites-nous-le, les fans de Sherlock. Il y en a que je peux pointer du doigt. Je nommerai pas vos noms, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des fans. Puis sinon, avez-vous fait partie de d'autres fandoms? Bonne question, Êtes-vous des fans de quelque chose? Dites-nous-le dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez des fandoms toxiques? Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences dans des fandoms? On veut tout savoir. Et sinon, Seb, on se dit à très bientôt. Oui, bye bye.